Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nikos Ligeros. Nikos Ligeros que nous avions reçu il y a quelques mois déjà sur les antennes de Radio Arménie. Nikos Ligeros, professeur de mathématiques, de linguistique, de géostratégie. Je m'arrête là parce que je pourrais continuer, mais vous écrivez de nombreux articles. On peut les retrouver par milliers sur votre site internet, ligeros.org. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous vos points de vue parce que de nombreux auditeurs s'intéressent à vos analyses. Alors tout d'abord, vous êtes grec et français, Nikos Oui, Ligeros. oui, oui. Et donc, la Grèce, aujourd'hui, qui est le bastion de la civilisation occidentale, est dans un état très difficile économique. Les changements politiques qui ont eu lieu nous font poser des questions. Pensez-vous que les nouveaux leaders de la Grèce pourront faire évoluer positivement la situation? Ben, il faut voir ça en détail, c'est-à-dire que ça dépend des domaines, ça dépend en fait aussi des ministères. Globalement, c'est quand même une période relativement difficile et critique pour la Grèce. Donc elle essaie de se recaler par rapport à l'Union européenne. Mais on pourrait dire quand même que globalement, on revient dans une sorte de continuité. Donc c'est toujours pareil quand il y a un nouveau changement, tout le monde dit qu'on veut tout changer. Et puis au fur et à mesure, en ce qui concerne au moins la stratégie, et surtout la grande stratégie, il y a des données qui sont des invariables. Donc à partir de là, on peut construire une politique, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une différence de point de vue entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on entend d'autres choses en Grèce, d'autres choses à l'extérieur de la Grèce. Je pense que c'est le problème de tous les pays. Pour l'Arménie, c'est pareil, hein. Donc, de façon globale, je dirais quand même qu'ils essayent de se recadrer par rapport aux stratégies d'ensemble de l'Union européenne, surtout en matière de, pas seulement de sécurité globale, mais plutôt de sécurité énergétique. Et c'est dans ce sens-là que vont les choses, quoi. Alors, bien sûr, il y a cet endettement énorme de la Grèce. Il me semble plus de 300 milliards d'euros. Donc, les nouveaux leaders de Syriza. Syriza, pardon, Syriza, oui. Donc, on parle de Syriza. Un analyste écrivait que c'est la victoire non pas de la gauche, mais du populisme. Qu'en pensez-vous? Bah, je pense que ça traduit sa propre pensée, mais c'est vrai que habituellement, ce qu'on appelle à droite la gauche en Grèce, c'est Nouvelle Démocratie et PASOK. Donc là, en fait, Syriza vient d'un petit pourcentage qui a rapidement grossi avec un afflux d'électeurs d'autres partis, comme les précédents. Et c'est plutôt une source de mécontentement, en fait, qui a provoqué ce changement. Mais dans le fond, moi je vois au niveau des ministères et aussi bien au niveau des députés, on voit énormément de députés qu'on connaissait dans d'autres partis auparavant. Donc c'est une nouvelle donne sans être vraiment une nouvelle donne. On a changé un peu la couleur des choses, mais le problème c'est que, je répète, c'est dans le fond, il y a des données stratégiques qui ne changent pas. La Grèce est dans l'Union européenne, elle est bien ancrée là-dedans, elle est dans la zone euro. Elle gère les problèmes comme elle peut, mais elle essaye surtout maintenant d'exploiter sa ZEE, d'exploiter les objectifs au niveau des oléoducs et des gazoducs. Donc l'aspect énergétique et l'aspect social est vraiment mis en avant, mais en termes de chiffres, ça représente un très petit pourcentage. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que le fond est quand même non différencié, alors que sur la forme, on a l'impression qu'il y a un grand changement. Donc ce populisme, moi je ne pense pas que ce soit complètement euh, idiot d'avoir qualifié ça de cette manière, mais le problème c'est pour faire quoi ensuite. Donc si c'est un élément de surface, je pense que on voit très bien au niveau du parti que c'est une grande victoire. Au niveau de la Grèce, eh bien, le parti est en train de devenir un gouvernement et donc maintenant il a des problèmes de gouvernement et plus de parti.
Et donc là, maintenant, les choses se compliquent et deviennent plus intéressantes pour nous en tant que citoyens, parce que c'est pas simplement des guerres de partis, les élections nationales, hein. Donc à la fin de cette histoire de rapport de force entre les partis, on se retrouve avec un gouvernement, et là, d'un seul coup, il doit gérer les problèmes qu'il disait auparavant qu'il les résoudrait de façon très simple. Et puis on voit qu'il va dans la continuation du précédent, comme lui-même sera sans doute la continuation du suivant. Donc moi je vois bien que l'image de marque peut changer, mais l'image de fond est fondamentalement indifférenciée, parce qu'en fait la dette est bien là, les rapports de force sont bien là, et les perspectives sont bien celles qui étaient précédemment, simplement elles sont couvertes avec une autre couleur maintenant, c'est tout. Finalement, la rupture tant espérée par les Grecs, qui sont dans une situation difficile, était un rêve. Alors, tout le monde a des rêves. Le problème, c'est qu'après, il faut les remplacer par des visions. Donc, on aime bien rêver, on aime bien dire que c'est facile de faire une rupture. Et puis, finalement, on se rend compte que les relations à long terme sont bien plus stables. Et puis ensuite, il y a toujours le danger de... On fait une rupture et on fait quoi ensuite? Et donc, on voit bien que dans une structure qui est quand même une suprastructure donc de 28 pays, avec même pour la zone euro 18 pays, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très stable par rapport à des pays totalement isolés. On le voit bien par les pays qui sont encore candidats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de rhétorique, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de différence. Finalement, la Grèce a beaucoup à gagner à rester dans l'Union européenne. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, aussi bien la Grèce que l'Union européenne, parce que, je répète, cet aspect énergétique dans le sud-est de la mer Méditerranée va jouer un rôle très important dans les années à venir. Et donc, on joue avec les pays comme Chypre, Malte et la Grèce. La Grèce a la plus grande ZEE dans le coin. Et donc, on va vraiment miser là-dessus pour aller dans le sens d'une sécurité énergétique et aussi d'un rapport de force qui va être changé par rapport à la Russie et à l'Azerbaïdjan, par rapport à l'Union européenne. Alors, il y a 2 ans, sur les antennes de Radio Arménie, vous étiez venu justement nous expliquer ce qu'était la zone économique exclusive. Alors, en 2 ans, qu'est-ce qui a changé dans les rapports de force entre les différents pays, la Turquie, Chypre, Israël? Bien, on peut voir facilement d'abord les accords. Il y a eu un accord triple entre Chypre, la Grèce et l'Égypte. Il y a eu un autre accord triple entre la Grèce, Chypre et Israël. Donc on voit bien que on a un axe horizontal qui est en train de se faire. Et donc à partir de là, maintenant on a comme projet bien fondé le gazoduc EastMed, qui était vraiment à l'état d'ébauche il y a 2 ans. Et par ailleurs, on sait maintenant, enfin depuis le 13 novembre 2014, la Grèce a émis les 20 blocs dans sa zone économique exclusive, donc publié à la revue officielle de l'Union européenne. Donc c'est un concours, un grand concours pour des marchés pétroliers et de gaz. Et on a une durée de 6 mois, et ensuite on a une durée de 6 mois, donc 6 mois pour les candidats, et puis 6 mois pour l'État, pour choisir parmi ces candidats. Donc c'est une très très grande différence par rapport au reste. Alors ça revient à la question précédente, c'est comment on peut parler de grands changements. En fait, ce changement, il a eu lieu avant le changement. Et donc, en fait, maintenant, on est dans la continuité de ce changement, tout en étant dans le cadre d'un changement global. Et ça va terminer le 15 mai, cette première phase, pour aller dans la seconde. Et vers fin novembre, décembre, s'il n'y a pas de retard, on va être dans un cadre où on va pouvoir dire que des entreprises qui sont capables de faire des forages à grande profondeur dans l'eau, donc offshore, vont être candidates. Donc c'est quand même quelque chose qui est, au moment où on en avait parlé, c'était quasiment une vue de l'esprit, et maintenant c'est une réalité qui a démarré avec un véritable projet, et puis des surfaces qui représentent 100 000 km². Donc il ne faut pas oublier que la Grèce, c'est au total 131 000.
Donc c'est des zones très importantes. Et si on prend les blocs grecs et chypriotes, c'est une surface qui est plus grande que les deux pays. Donc là maintenant, dans le cadre toujours européen, eh bien, on voit aussi des entreprises étrangères, hein, donc américaines, russes, australiennes, qui s'intéressent à ces blocs, alors qu'en fait, ils n'existaient pas il y a simplement quelques mois. Alors on voit que des nouvelles ressources vont poindre pour la Grèce, qui permettra certainement de faciliter les remboursements de dettes de la Grèce vis-à-vis de l'Union européenne. Et pas seulement, hein, ça va au-delà, parce que c'est quand même des valeurs qui sont bien plus grandes. Donc vous parliez de la dette, c'est 0,3, et là on est en train de parler de 1,7. Donc les perspectives sont bien plus grandes, et c'est quand même des perspectives à l'échelle européenne et pas simplement à l'échelle nationale. Pour vous rendre compte, juste l'estimation des données qu'on a au sud de la Crète représente 450 ans de consommation énergétique de la Grèce. Cela signifie certainement aussi une sorte de mouvement de balancier des pays producteurs de pétrole actuellement, de la péninsule arabique, où vous parliez de l'Azerbaïdjan. Bien Quelle sûr. va être, selon vous, à court terme ou à moyen terme, cette évolution? Eh bien, on a effectivement un recadrage. Par exemple, on voit des phénomènes de coalition entre Israël, l'Égypte, Chypre, la Grèce et l'Italie, qui s'effectuent soit via les États, soit via les entreprises, donc par exemple comme Eni et Adip. Et ça permet de se rendre compte de quoi? Eh bien que la Grèce va jouer un rôle dans ce cadre-là, parce que l'Union européenne veut avoir une ressource autochtone, et pas simplement être dépendant des autres. Donc ce qui fait qu'il y a effectivement un recadrage, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que des entreprises russes, donc comme Gazprom Bank, sont intéressées par ces blocs, alors qu'a priori on pourrait se dire c'est forcément seulement des concurrents. En réalité, les grands concurrents jouent dans différentes parties de la planète, et là, aussi bien les Américains, les Russes, les Norvégiens, les Australiens se rendent compte que la Méditerranée orientale, c'est une grande source énergétique. Et donc par conséquent, ils veulent jouer sur ce terrain, et ça arrange aussi bien la Grèce que globalement l'Union européenne, parce que ça permet d'avoir un autre point de vue au niveau local. Maintenant, au niveau des États arabes, par exemple l'Égypte, on pourrait la considérer comme telle, et donc considérer qu'elle est vraiment a priori un concurrent. Et paradoxalement, on voit qu'elle fait un accord avec Chypre, elle fait un accord avec l'Italie, parce qu'elle veut utiliser aussi le gaz de Chypre pour le liquéfier sur place. Et donc on voit bien qu'il y a une restructuration de la zone, mais une restructuration de la zone qui n'est pas une façon simplement concurrentielle, on dirait plutôt, comme on dit en théorie des jeux, c'est un équilibre de Nash. C'est-à-dire qu'en fait, on restructure en tenant compte du fait que cette zone est une des plus importantes au monde, alors que ça, c'était une donnée qui était complètement inconnue il y a quelques années. Donc la zone la plus importante au monde, c'est l'Arctique. Ensuite, on a ce qu'on appelle globalement le Moyen-Orient, mais maintenant intervient la Méditerranée orientale. Donc les joueurs, aussi bien comme le Liban, hein, puisque le Liban va donner tout son gaz vers Chypre, pareil pour le système de liquéfaction, pour avoir du LNG. Et on se rend bien compte que ça crée des autres coalitions moins traditionnelles. Donc il n'y a pas forcément un clivage pays arabes, donc genre OPEP et pas. C'est qu'en fait dans cette zone, on a des pays très divers, hein, comme la Syrie, comme le Liban, comme Israël et l'Égypte, et aussi bien donc au niveau de l'européenne, et bien Chypre et la Grèce. Donc c'est pour ça que ces joueurs jouent de façon différente maintenant. Alors, quelle est l'implication de la Turquie dans ce nouveau paysage, on va dire, énergétique? Eh bien, dans ce nouveau paysage, son implication est quasiment nulle, puisqu'en fait, elle n'a pas accès à cette zone par la présence de Chypre, donc de la Syrie, si on les prend dans l'ordre, donc de la Syrie, de Chypre et de Grèce. Elle n'a pas accès à cette zone qu'on appelle la zone Latakia ou la zone du bassin du Levantin et de l'Hérodote. Elle veut jouer plutôt globalement et de façon pragmatique en mer Noire. Donc ça, elle le fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc c'est quelque chose qui correspond bien à la politique étrangère de la Turquie. Elle veut quand même de temps en temps intervenir
en disant que quand même elle a un mot à dire, donc elle essaye d'intervenir via les territoires occupés de Chypre, en disant qu'il faudrait quand même bien penser à un pourcentage pour les turco-chypriotes, mais elle se place mal parce que les turco-chypriotes sont chypriotes, et donc ils ont les mêmes droits que les gréco-chypriotes. Par conséquent, son problème, c'est les colons. Et les colons sont simplement turcs. Donc les Turcs, ils n'ont absolument aucun droit. Et donc elle essaie d'intervenir en disant qu'en tant que Big Brother, c'est un peu des expressions qu'elle utilise de façon indirecte, elle essaie d'intervenir en disant qu'il faut quand même être de la justice. Donc c'est toujours, comme tous les pays connaissent très bien la Turquie dans le coin, c'est toujours avec un peu d'humour qu'on entend ce genre d'affirmation. Alors évidemment, si on n'est pas du tout du coin, c'est-à-dire que si on est islandais, on peut se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que on respecte bien le droit de la mer, mais il est respecté le droit de la mer. Donc la Turquie essaie de jouer par le biais, et donc des fois, elle va jouer aussi avec des partis locaux hein, pour faire intervenir sa voix. Mais dans le fond, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que l'axe horizontal de la Méditerranée orientale ne fait pas intervenir la Turquie. Est-ce que c'est justement le fait que la Turquie ait peu finalement d'influence dans cette zone pourrait expliquer, disons, la situation aussi en Syrie et son implication? La Syrie, bon, c'est une très bonne remarque, parce que comme c'est un pays limitrophe, elle n'a pas signé d'ailleurs d'accord avec Chypre, parce que justement elle craignait les rapports de force avec la Turquie. Mais la Syrie, il faut bien se rendre compte, justement on ne s'en rend pas bien compte souvent, c'est qu'elle a très peu de surface maritime. Donc la partie ZEE offshore, c'est ça qui est le plus important. La Syrie est plus importante, plus à l'intérieur. Donc évidemment, la Turquie essaie de jouer un rôle, mais ce n'est pas un rôle qui correspond à son implication en termes de ZEE, c'est plutôt un rôle qui correspond à sa volonté d'être une force locale. Et donc elle veut de toute manière intervenir sur la Syrie, même s'il n'y avait pas d'eau. Mais la différence, c'est que comme elle n'intervient pas, on a tendance à avoir des coalitions bien plus stables et non belligérantes. Et c'est pour le bien de tous. Parce qu'en fait, de toute façon, elle ne joue pas de façon officielle. Elle ne peut pas y jouer, parce que ce n'est pas dans sa cour. Et par conséquent, les autres jouent de façon plus naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, les coalitions qu'on a vues, les triples coalitions qu'on a mentionnées, il y a quelques années, elles n'auraient pas existé. Parce que justement, tout le monde aurait eu peur des répercussions. Mais là, le problème, c'est que comme elle n'a pas accès à cette zone, eh bien, c'est comme si on faisait, par exemple, un accord entre Malte et l'Italie. Bon, personne n'interviendrait. Eh bien là, c'est un peu pareil. Alors, est-ce que tout cela est la conséquence ou la cause du désamour entre Israël et la Turquie? En fait, c'est pas. Ça m'étonne quand même qu'on soit sur Radio Arménie qu'on pose cette question. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Souvent, on a l'impression qu'Israël a changé. Or, au moment du génocide, eh bien, on sait très bien qu'en fait, il y avait des Ottomans qui étaient contre les Juifs. En fait, ce n'était pas simplement un génocide contre les populations chrétiennes, c'était une population non musulmane. Donc les Juifs étaient dedans. On s'est rendu compte, après le refroidissement de leurs relations, à partir de 2007, qu'on a eu des rapports ultra précis, historiques, sur des victimes juives de l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la position n'a pas changé. C'est pendant un certain temps, Israël voulait ne pas mettre trop en évidence des points négatifs. Or, en réalité, moi je trouve qu'on est en train de revenir sur les éléments de base et les rapports de force entre Israël et la Turquie, des fois, sont bien plus compliqués que les rapports de force entre la Turquie et l'Arménie, ou la Turquie et la Grèce. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est en gros notre plus gros problème. Premièrement, on ne se rend pas bien compte, ni les Arméniens ni les Grecs, que nous, on ne représente pas le plus gros problème pour la Turquie. Parce qu'ils ont d'autres problèmes, par exemple les Kurdes, les Alévites, bon, tous les problèmes qui sont à la frontière, c'est-à-dire Iran-Irak, sont bien plus graves pour la Turquie que les nôtres. Bon, je ne veux pas minimiser notre rôle en tant qu'Arménien ou en tant que Grec, mais il y a une forme d'asymétrie. C'est-à-dire que pour nous, c'est le grand belligérant, avec des données impérialistes, et de l'autre côté, en fait, ils ont des problèmes internes
avec des régions entières où vraiment la population turque elle n'est pas très rassurée, au sein même de la Turquie. C'est pareil pour les Kurdes, donc on le sait très bien. Donc là, le revirement d'Israël, moi je trouve que c'est plutôt un rétablissement. Donc si on le regarde de façon très contemporaine, on se dit, tiens, il y a un changement. Et moi je trouve que si on le regarde de façon diachronique, on retrouve une relation qui n'était pas très bonne déjà dès le départ, parce que l'État ottoman par rapport aux Juifs, on ne peut pas dire qu'il était vraiment libéral. Donc finalement, c'était une mise en veilleuse quoi, C'est ça. de pages Voilà. d'histoire. D'ailleurs, on voit qu'il y a des écrivains ou des historiens turcs qui mettent un peu, disons, en avant, il y a eu des camps de concentration de juifs. Le rôle de la Turquie, on a eu ici comme invité M. Bozarslan, qui mettait en avant et nous expliquait à travers son livre l'histoire de la Turquie, l'antisémitisme et tout, finalement, la politique Exactement. qui a été mise en place. D'ailleurs, que le Troisième Reich avait aussi pour modèle, en tout cas, il nous Exactement. a C'est pour amené. ça que moi je suis content maintenant de l'entendre dire par vous, parce que on a l'impression que les gens qui s'intéressent à la géopolitique de manière récente trouvent qu'il y a un revirement. Or, en réalité, c'est un rétablissement des relations qui existaient depuis longtemps. Et je ne serais pas surpris qu'à un moment, on en arrive à avoir de la part d'Israël des revendications sur un génocide juif, même vis-à-vis de la Turquie. Et donc là, on dira quoi? Que c'est un revirement. En fait, je crois que la mise en veille, c'était bien comme expression. C'est que pour des raisons de, on va dire, Tactique. tactiques et militaires locales, ça arrangeait de pas trop parler de ça. Et puis finalement, comme on s'en sort pas, eh bien, la grande stratégie ressort et les grands problèmes sur l'ensemble de l'humanité, avec des problèmes de type génocide, réinterviennent et sont au bout du jour à nouveau. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Arménie, 102.6 dans la région de Lyon, 106.1 sur la région de Vienne. Vous pouvez aussi nous suivre sur radioarménie.com sur Internet. Nous allons, après quelques instants de pause, retrouver Nikos Ligiros. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Arménie. Aujourd'hui, pour inviter sur les ondes de Radio Arménie Nikos Ligeros, professeur de mathématiques, de linguistique, de géostratégie. Juste avant la pause, nous évoquions justement les changements des alliances et des stratégies dans la région, en particulier du fait de nouveaux éléments concernant les énergies de la ZEE, de la zone économique exclusive, des rapports entre la Turquie et Israël. Ce qui est intéressant, Nikos Ligeros, c'est aussi ce qui se passe actuellement dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran et ce que ça ouvre comme, si vous voulez, comme scénario dans les années à venir finalement, qui était peut-être complètement impensable il y a encore 5 ans. Oui, mais c'est impensable par qui? Parce que quand même, si on regarde, puisqu'on a abordé pratiquement des éléments, je dirais, de chronostratégie, si on regarde les relations américaines avec l'Iran, on a l'impression en surface que c'est des relations complètement antagonistes, mais dans le fond, c'est pareil avec l'Irak, eh bien on se rend compte que les Américains commencent vraiment à voir l'ombre de la Chine et trouvent que c'est quand même bien d'être dans le coin d'une manière ou d'une autre. Donc si c'est de façon fortement dynamique, ben, il faut le faire. Si ça peut être de façon plus conviviale, encore mieux. Mais les rapports de force avec l'Iran, moi je vois bien le problème de boycott. Je l'ai vu même de visu quand je suis allé en Arménie, en Artsakh. On parlait sans arrêt du boycott au niveau du gaz et au niveau du pétrole. Moi, j'ai jamais vu autant de camions citernes de ma vie aller en continu et traverser en fait l'Arménie pour arriver normalement avec des plaques d'immatriculation iraniennes. Donc il y avait des choses qu'on disait en surface. Donc on revient à ce qu'on disait avant la pause sur le problème de rétablissement de relations. Je pense que avoir accès à une zone où il y a énormément de ressources, en particulier pétrolières, est toujours important sur le plan de la géostratégie. Et donc, le point de vue du genre, moi je suis complètement contre les Iraniens
mais en même temps, si je peux faire quelque chose, c'est pas plus mal. En fait, ça change. Et donc, on voit de nouveau, ici, c'est bien de l'avoir mentionné, une sorte de revirement, mais je pense que dans le fond, ils ont toujours eu cette tendance, toujours vers, bien sûr, avec une relation de grand frère, petit frère, hein, jamais de relation directe et égalitaire, mais une tendance à quand même vouloir être dans le coin. On l'a vu avec le Pakistan aussi, mais le grand problème, c'est l'Inde et la Chine, qui sont vraiment des très grandes plaques tournantes. Et comme sur le plan géopolitique, c'est important les ressources énergétiques, ça permet en fait de contrecarrer des trop grandes avancées dans le coin. Donc je pense que les rapports de force officiels entre les États-Unis et l'Iran peut-être nous surprennent, mais en fait ils nous surprennent sur quoi? Sur le fond ou sur la forme? Parce que sur le fond, on voit que les choses n'ont pas vraiment changé. Il y a toujours eu des rapports, plus ou moins bons, on pourrait dire, mais toujours une volonté d'avoir des rapports, parce que l'imposante Chine est très proche. Finalement, les rapports, comme vous disiez très justement, ont toujours existé, même entre Israël et l'Iran, Oui. pendant la guerre Iran-Irak, puisque Israël a fourni même à l'Iran de l'armement. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Alors qu'avant, c'était impensable. Avant, c'était pas connu. Oui, mais Donc, avant d'être connu, c'était impensable pour certains. oui. Donc on pensait que c'était vraiment un oxymore. En fait, on se rend compte que finalement, les alliances de demain, pour contrecarrer l'influence de la Chine dans cette région et arriver à la contenir par les Américains, il y a une nécessité de trouver des nouvelles alliances et que cela va certainement changer la carte du Moyen-Orient. Je pense que, je vais le dire de façon différente, mais on va se mettre d'accord, c'est la chose suivante. La plupart des gens pensent que ce qui est très important, c'est l'économie. Or, les deux choses qui sont les plus importantes, c'est l'énergie et la stratégie. Parce que moi, je donne souvent l'exemple, même à mes étudiants, je dis, imaginez que vous ayez 1 million d'euros et vous êtes en plein désert. Vous en faites quoi? Alors que si vous êtes en plein désert et que vous avez une oasis et que vous avez une source pétrolière et ensuite vous pouvez vous vivre, vous pouvez après vous étendre. Ce que je veux dire par là, c'est que une façon de contrecarrer ou de faire une sorte de remblai de protection par rapport à la Chine, ce n'est pas la taille, c'est l'accès aux ressources énergétiques. Donc je dis de façon globale énergie, parce que ça peut être le pétrole, ça peut être du gaz, ça peut être aussi des métaux précieux, ça peut être des terres rares. Ce qui est important, c'est cet aspect-là qui est une plus-value et qui va être exploité par la grande stratégie. Donc c'est pas simplement un problème de frontières, parce que si c'était simplement un problème de frontières, bon, la Chine est plus grande, donc l'Iran de toute façon finirait par être rasé. Non, il y a une différence parce que on le voit bien avec les tout petits États, comme le Qatar, comme vous voyez, Dubaï, etc. C'est quand même des exemples par excellence, où on a l'impression que c'est des États lilliputiens, mais qui ont des capacités de micro-mégas. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, dû aux ressources énergétiques, ils sont capables de s'imposer dans le plan local et même d'être connus sur le plan international, simplement parce qu'il y a une bonne gestion des ressources énergétiques. Donc là, c'est pareil. Qu'on le veuille ou pas, pour les États-Unis ou même pour l'Union européenne, l'Iran sera toujours quand même un pays producteur. Donc c'est pas simplement un pays de passage, comme par exemple l'Ukraine. Donc un pays producteur, ça sera toujours important de savoir qui est dans cette zone et qui contrôle quoi. Et cette façon de faire permet de mettre un holà sur une grande extension que pourrait se faire par la Chine. Parce que la Chine, par exemple, on la voit très bien, elle joue énormément en Afrique en ce moment. Et nous, on prend du retard en tant qu'Européens et même en tant qu'Américains, parce qu'ils utilisent des techniques de dumping de marché. Quand ils sont sur un endroit, ils trouvent un forage, ils construisent une usine, et puis tout le monde est logé. Et donc, évidemment, les États africains sont plus sensibles à ce type de relations, mais sans se rendre compte forcément qu'il s'agit bien d'une extension qui est sur le plan stratégique, donc pas forcément militaire, mais sur la géopolitique, c'est la même chose. Alors c'est peut-être l'Union européenne qui est en retard sur le continent africain, mais peut-être pas les États-Unis. Oui, oui, bien sûr. Parce que je veux dire, moi, pourquoi je parlais de l'Union européenne? Parce qu'en fait, l'Europe a déjà agi
en Afrique. Donc elle connaît. On avait aussi tout l'espace colonial. Donc c'est quand même pas... les trois quarts de la surface de l'Afrique étaient connus. Ce que je veux dire par là, quand je parlais de retard, c'est que bien qu'il y avait cette connaissance, en fin de compte, quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est plutôt à la traîne. Et on essaie de récupérer quelque chose où, en premier lieu, la Chine, qui est la plus dynamique. C'est vrai qu'il y a aussi les États-Unis, mais les États-Unis sont là depuis 1945. Donc, la Chine intervient dans énormément de pays, alors que les États-Unis intervenaient de cette manière de façon beaucoup plus diffuse, mais pour d'autres données. Mais est-ce que cela ne vient pas du fait qu'aujourd'hui l'Union européenne, par sa diplomatie, est embourbée, j'allais dire, dans le bourbier ukrainien? Je ne pense pas qu'elle soit embourbée, parce qu'elle joue quand même avec une très très grande diplomatie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement bloquée. Le problème de l'Ukraine, est très simple. C'est un espace de type buffer zone. On est au milieu de deux grandes structures, l'Union européenne et la Russie. On sait que c'est un pays qui est potentiellement riche au niveau de ses céréales, ça a toujours été le grand grenier de l'Europe. Et par contre, au niveau énergétique, ce n'est pas le cas. Donc c'était un point de passage. Maintenant, l'idée, c'est de dire quoi? C'est que quand on est sur une zone de transit, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est d'être d'un côté ou de l'autre. Des fois, c'est mieux d'être simplement une zone de transit. Le problème au niveau de l'européenne, c'est qu'en fait, ce qu'elle voudrait, c'est que cette zone tampon, au moins, soit relativement neutre et pas simplement complètement un vassal de la Russie. La même chose veut la Russie. Et donc, en fait, je ne dirais pas qu'elle est embourbée parce que les préoccupations ne sont pas du même genre. Et on voit bien que même avec la candidature de l'Ukraine par rapport à l'Union européenne pour son incorporation, c'est très lointain, tout ça. Donc moi, je reviens sur le fait que, globalement, si on veut faire une critique par rapport à l'Union européenne, il faudrait avoir une politique étrangère qui a un sens et qui ressemble en fait à ce qu'on appelle un mix stratégique, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes positions avec les États, mais quand même sur le fond et au niveau de la grande stratégie, qu'on soit d'accord. Mais on voit, Nikos Ligeros, qu'il y a là une grande différence entre la politique de l'Union européenne et celle des États-Unis, qui poussent dans un sens un peu différent. Oui, bien sûr, complètement. Et là, qui ne sont pas forcément dans le sens des intérêts européens. Non, mais c'est pas, même pas forcément. C'est clairement pas dans les intérêts européens. Mais simplement, les États-Unis, c'est pas maintenant qu'ils l'ont fait pour la première fois. Comme il y a cette buffer zone, cette zone tampon, ils essayent d'intervenir là-dedans. Chaque fois qu'il y a des zones tampons entre des États tiers essaient d'intervenir. C'est une relation complètement classique en termes de schéma géopolitique, parce que ça permet en fait de jouer sur les deux. En gros, ça permet d'installer une balance et de faire changer le côté de la balance selon que ça nous arrange. Donc des fois, ils vont être plus sympathiques avec les Russes, des fois ça va être plus sympathique avec les Européens, et on va utiliser ça pour que ça soit une zone active et pas totalement claire. Donc ça va devenir des zones grises. Donc zone grise qui permet aussi de ne pas laisser l'Union européenne monter en puissance comme il faudrait, peut-être. Zone grise peut-être aussi pour contrer les ambitions russes, en tout cas les contenir, oui. Alors qu'en 1989, à la chute du mur de Berlin, les dirigeants occidentaux avaient quelque part promis qu'il n'y aurait pas de rapprochement de l'OTAN des frontières de la Russie. On voit par exemple dans les pays baltes ces jours-ci le débarquement de presque 3000 militaires américains avec des tanks, des chars, etc. C'est véritablement, est-ce que c'est de la provocation? Quel est le sens de cette politique américaine? Est-ce que quelque chose qui est prévisible est une provocation? Est-ce qu'elle était prévisible? C'est ça la question. Oui, c'était complètement prévisible. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour les pays baltes, c'est qu'ils ont réussi à se libérer des contraintes de la Russie sans faire de guerre, à rentrer dans l'Union européenne relativement rapidement, parce que si on considère à partir de 89, on considère qu'il nous faut à peu près 10 ans pour être intégrés dans l'Union européenne, et qu'ils ont été intégrés en 2004, et là en 2015, finalement tous les États sont même dans la zone euro, eh bien on voit que c'est quand même des changements radicaux. Donc au niveau des États-Unis, c'est toujours important d'être proche de la Russie pour pouvoir contrer ce genre de choses. Mais je veux revenir sur votre point
par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne, par rapport à cette zone, elle n'a pas des revendications très claires. C'est-à-dire que ce n'est pas un point d'appui. Mais l'autre point le plus important, qu'oublient souvent les Européens, c'est que l'Union européenne, c'est la première puissance économique au monde, déjà. C'est pas qu'elle essaie de le devenir. Donc, il faut bien se rappeler de trois choses. L'Union européenne, c'est la première puissance économique au monde. Deuxièmement, c'est la plus grande ZEE au monde, plus grande que les États-Unis, et en partie grâce à la France, puisqu'elle est la deuxième, en tant qu'État, la deuxième plus grande ZEE au monde. Et troisièmement, en fait, c'est la troisième population mondiale. Donc on est à 500 millions de personnes. Il faut bien se rendre compte qu'on était habitué, puisqu'on est quand même à peu près du même âge, on était habitué à voir, par exemple, l'Union soviétique dans la zone des 250 millions, et on est à 135. C'est énorme comme différence. Or, on est resté à 250 pour les Américains, et nous, on est à 500. Et ce 500-là, je pense que ça mériterait d'être quasiment un sondage. Peu de gens le savent, que l'Union européenne, elle est autour de 500 millions d'habitants. Et si on ramène ça à la population chinoise et la population indienne, eh bien, on se rend compte que c'est la troisième plus grande population au monde. Donc, les problématiques de type l'Union européenne fait ça pour s'agrandir ou pour devenir le numéro un, il faudrait quand même que les Européens eux-mêmes se réveillent et sachent que c'est déjà fait. Donc, on est en train de parler de vision et d'essayer de prévoir des comportements stratégiques sur des identités qui ont déjà lieu. Mais on voit bien aussi qu'en 1 ou 2 ans, nous avons disons, un regroupement d'États autour de la Russie, Oui. des États-Unis, que des schémas qu'on pensait Par rapport à l'OTAN. Par rapport à l'OTAN, oui. Hein, et par exemple la zone eurasiatique, voilà, dont l'Arménie fait partie aujourd'hui depuis le 1er janvier. Bien sûr. Et ça a suscité beaucoup de débats dans le pays et puis ailleurs. On verra la suite, mais comment vous voyez l'évolution de ces zones eurasiatiques et occidentales? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, par rapport à la Chine, ça pourrait être deux zones qui vont coopérer pour, à moyen terme, faire face à la puissance chinoise? Je vais vous dire quelque chose qui sera peut-être très simple, mais quand on a, dans les systèmes dynamiques, quand on a 3 grandes zones qui sont en point de contact, on a à peu près l'équivalent en termes de schéma du symbole de Mercedes, eh bien, on a toujours des petits pays au point de contact triple. Donc, en fait, ça correspond à une explication tout simple de la balkanisation. C'est pareil, en fait, au niveau du Kurdistan. Donc, on a ces zones-là, on a toujours des zones tampons qui sont pas très grandes. Et quand on intervient là-dessus, eh bien, en réalité, c'est des systèmes dynamiques très, très stables. Donc, pour vous rendre compte de l'équivalent, les satellites troyens, qui sont des astéroïdes de Jupiter, qui sont à 60 degrés sur un triangle, dont 2 des sommets sont le Soleil et Jupiter, se placent toujours au même endroit. Qu'est-ce que je veux dire par cette comparaison? Le problème, c'est que ces petits pays, c'est comme des sortes de petits cailloux, qui seront toujours là. Les grands changent de temps en temps, mais les petits sont là. Donc c'est le principe, je l'ai même dit en Arménie à un moment à l'Assemblée, en disant que vous savez, si vous sentez que vous êtes vraiment compressé et que vous êtes vraiment toujours sous la pression, il faut vous rappeler du modèle des cailloux dans la chaussure. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de vaincre les cailloux, c'est de les enlever de la chaussure. Alors que sinon, eh bien, le pied est toujours en train d'appuyer dessus, ils ont toujours l'impression d'être pressés, mais c'est le pied qui a mal. Donc ces petits États dans ces zones grises pour les grands pays, il faut bien se rendre compte là qu'ils existent depuis des siècles. C'est dangereux ce que vous dites, enlever le caillou Oui. ou couper le pied. Le pied, il appartient à quelqu'un d'autre. Mais c'est les cailloux qui ont toujours les problèmes. Les cailloux ont toujours l'impression qu'ils d'avoir des pieds sur eux. Et moi, j'essaie de leur dire que si vous avez des pieds sur vous, c'est que vous êtes dans la chaussure. Il faut sortir de la chaussure. Et ça, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas que ça soit des chaussures genre Charlie Chaplin. Hein, parce que ça se mange aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que les difficultés d'être coincés dans des endroits difficiles proviennent du fait aussi que nos peuples ont choisi ces endroits difficiles pour vivre. Parce que ce qui est accessible facilement,
se perd facilement. Quand vous voyez, par exemple, vous avez une image des météores? Oui. Ouais, très bien. Eh bien, on a mis les monastères tout en haut. Il faut quand même vraiment être fou pour faire ça. Parce que l'accès aux ressources, c'est vraiment très problématique. Le problème, c'est qu'ils sont là depuis des siècles. Si vous allez en bas, c'est la plaine de Calambaka. C'est un immense champ. Chaque fois qu'il y a eu des invasions, ça a été emporté par quelqu'un. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, ces grandes zones, et c'est ça le problème aussi de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine n'est pas une petite zone montagneuse, c'est une grande zone bien plate, et donc les échanges en tant que buffer zone sont toujours importants. Mais pour le reste, au niveau de l'Arménie, si on regarde par exemple la région du Caucase, et qu'on regarde l'ensemble des peuples qui s'y trouvent, ça fait quand même pas mal de monde, et de petits mondes, nombreux au même endroit. Et ils sont quand même là depuis des siècles. Eh bien, en fait, ça, c'est des petits cailloux par rapport aux grandes plaines. Ils se sont installés là parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était plus sûr. Donc, quand je vois les différences, qu'on voit bien aussi entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, mais même l'Abkhazie, la Géorgie, eh bien, on se rend compte que la difficulté du positionnement provient de la durée de vie. Donc ces peuples-là ont choisi d'être dans des positions difficiles pour appartenir au temps et pas seulement à l'espace. Se réfugier dans les montagnes, hein, Voilà. enfin, tout simplement. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Arménie avec Nikos Ligéros, professeur de mathématiques, de géostratégie. Nous étions en train d'évoquer justement les questions liées à la stratégie. Nous allons faire une petite pause et nous revenons dans quelques instants. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Arménie, 102.6 sur la région lyonnaise, avec Nikos Ligéros, professeur de mathématiques et de géostratégie. Alors, nous avons beaucoup parlé du Caucase, des questions énergétiques. Il y a une question aujourd'hui qui préoccupe pas mal de citoyens européens, c'est la question du traité transatlantique. Bizarrement, c'est un traité dont on ne parle que très peu dans les médias. Pourquoi ? Et comment vous expliquer qu'il n'y ait pas plus de débat autour de ce traité? Je pense que c'est un consensus manufacturé, comme dirait Chomsky. Donc en fait, qui est vraiment surpris d'avoir ce type de traité? Les gens qui sont dans l'Union européenne, ceux qui sont américains, ceux qui sont dans l'OTAN. Donc c'est quand même ce type de traité transatlantique correspond en fait à une superstructure sur une structure existante, aussi bien au niveau militaire, aussi bien au niveau, je dirais, culturel. Parce qu'il faut bien se rendre compte que des fois, on parle des Américains comme si c'était des gens qui sont complètement différents. Moi, je vois bien que les Américains sont très proches des Européens, autant, par exemple, que les Australiens. Alors qu'on pourrait se dire que d'autres pays qui sont bien plus proches, ben, en fait, finalement, ils sont bien plus lointains. Donc, il ne faut pas oublier l'importance de l'Angleterre et de la France sur ces populations-là. Et par conséquent, le substrat culturel, est-ce qu'il est fondamentalement différent? Non. Donc, être de part et d'autre de l'Atlantique, ça a toujours été une volonté. Alors, ça me fait toujours rire quand on voit l'importance qu'on donne à la route du Rhum, qui concerne justement une transat, et sans se rendre compte que si on lui donne autant d'importance, c'est parce qu'on est à peu près des deux côtés. Oui, mais au niveau du traité, ce qui pose problème, c'est en fait ce que ça entraîne, c'est-à-dire une diminution finalement du pouvoir des États face aux juridictions qui vont être mises en place pour juger les États en cas de besoin, quoi, par des firmes privées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, soyons clairs, quand on va au tribunal de La Haye, combien de fois, puisque quand même nous, aussi bien en tant qu'Arméniens que Grecs ou même que Français, on entend dire par d'autres personnes, mais quand même, les dés sont pipés, il y a des interventions au niveau des États, les décisions ne sont pas prises de façon impartiale. Pourquoi on dit tout ça? Et simplement parce que c'est un tribunal international. Donc, tant qu'on a une structure qui peut gérer des problèmes internationaux et même supranationaux, eh bien, on aura toujours des gens qui diront que c'est problématique. Mais la plupart des gens ne savent pas bien même que le tribunal européen, c'est au Luxembourg, que les droits de l'homme, en fait, c'est à Strasbourg. Donc là, je reviens à cette problématique. À partir du moment où on a un substrat culturel identique,
où on a des problèmes de droit du même genre. C'est-à-dire qu'en fait, le droit français est fondamentalement différent du droit anglais, et dire que le droit américain n'a rien à voir avec le droit anglais, ça serait vraiment très dur. Bien, pourtant, on pourrait se dire qu'au départ, que nous, on appartient au droit romain. Donc, c'était très clair. Et bien, là, on est en train de mettre en place une sorte de droit qui représente un droit hybride et qui prend des deux côtés. Et le danger qu'on peut se dire, c'est toujours le danger du changement. Mais dans le fond, on a peur de quel changement? D'être totalement différent, d'être non, aliéné? de la baisse des niveaux sanitaires, vous voyez, du fait que des États puissent pas, pour des raisons politiques, avoir des politiques sanitaires qui soient... Mais je suis d'accord. Parce que je veux dire, prenons un exemple très simple qui fera peut-être rire les auditeurs. Le chocolat. Le chocolat. La France et la Belgique ont essayé de mettre des normes et ils ont même été soutenus par la Suisse. Et puis les autres pays ont dit que, ben non, le chocolat, ça sera un truc qui, s'il y a déjà 25% de chocolat, c'est déjà du chocolat. Bon, eh bien, c'est assez intéressant puisque parallèlement, alors qu'on appelle tout ça chocolat, on n'a jamais eu autant d'expansion du chocolat 70%, 80%, 90%, même 100%. Donc c'est quand même vraiment un paradoxe, puisque on essaye par une norme de dire on va appeler ça chocolat. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil pour au niveau des problèmes sanitaires. Chaque fois qu'en fait on a une coalition ou un traité, on a toujours l'impression que celui qui est le plus bas va tirer celui qui est plus haut vers le bas. Et le problème, c'est que la théorie des systèmes dynamiques montre qu'en fait, c'est pas le cas. C'est peut-être que l'un va être tiré vers le bas, l'autre va être tiré vers le haut. Et là, en fait, l'équilibre, le point d'équilibre ne sera pas en bas. Donc, si on regarde ça maintenant de façon plus globale, on pourrait se dire, évidemment, celui qui est tout en haut, dans un cadre, je vais prendre l'exemple du chocolat pour dire que c'est pas forcément spécifique, il aura toujours l'impression qu'on peut descendre, mais le problème, c'est qu'il aura toujours accès à l'utilisation de ça en tant que différence. Alors, si maintenant, ça, c'est vraiment traité de façon stratégique, eh bien, on se rendra compte qu'on aura des normes qu'on appelle normes européennes qui pourront passer aussi en normes américaines, alors qu'avant, c'était impensable. Et on avait l'impression, il y a quelques années, que c'est les Américains qui nous imposeraient quasiment toutes leurs normes. Or, maintenant, en fait, on se rend compte que les Américains sont obligés de tenir compte de nous. Et on est en train de parler du traité en oubliant le fait qu'ils auraient pu faire une nouvelle donne, simplement un New Deal, et puis simplement nous mettre au pas avec des normes à l'ancienne, en considérant que, bon, de toute façon, vous êtes quand même le vieux continent. Or là, le vieux continent et le jeune continent finissent par faire quelque chose qui est un traité qui peut surprendre, mais surprendre de façon superficielle, parce que dans le fond, je dis, et je persiste, on est quand même sur le même substrat culturel. Ce qui surprend surtout, c'est l'opacité un peu qui entoure ces négociations. Ah oui, ça d'accord, bien sûr. C'est surtout ça que beaucoup de citoyens se posent des questions, voudraient avoir accès aux informations. On sait que c'est très difficile. Mais est-ce que vous connaissez, vous, un traité quelconque qui ne soit pas opaque avant d'être conclu? Il y a des traités peut-être qui sont plus... Ça s'appelle des conventions. Oui, mais bon, pas des traités. Aujourd'hui, on est dans une époque où c'est vrai qu'au niveau du débat dans les cités, pour la démocratie, il est bien que les citoyens soient au courant. Oui, après, non, mais je ne dis bien. pas que sur les détails techniques, hein, on sait bien que, mais sur l'esprit du traité. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, on a eu ces discussions par exemple pour Maastricht. On a eu d'autres traités sur lesquels on a parlé. Bon, on a vu ce que ça a donné. Mais après, moi, je regarde ça du point de vue complètement technique et même stratégique. Bien souvent, les gens, en fait, posent des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être et considèrent qu'elles sont évidentes parce que leurs voisins pensent la même chose. Et ensuite, quand ils changent d'état, ils se rendent compte que les autres ne pensent pas du tout de la même façon avec d'autres schémas mentaux qui n'ont rien à voir. Et donc, pour mettre les deux en place, c'est très difficile, sans avoir le background. Absolument. Alors, Nikos Ligeros, on arrive au terme de l'émission. Je voulais vous remercier de votre participation. C'est moi qu'il faut remercier pour l'invitation. Et je pense que nos auditeurs ont pu apprécier vos analyses. Et j'espère que très bientôt, nous vous aurons de nouveau sur les ondes de Radio Arménie. Avec plaisir, en tout cas. Au revoir.